Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir si nombreux. Merci pour cette soirée avec Pierre Istanbul. Donc, cette soirée est organisée par l'Union juive française pour la paix, l'Association des travailleurs maghrébins de France et le collectif judéo-arabe et citoyens pour la Palestine. Juste un mot sur l'Union juive française pour la paix, qui est moins connue à Strasbourg que les deux autres organisations. Elle est effectivement très peu représentée, mais elle est active dans toute la France et rassemble essentiellement donc des juifs qui combattent la politique de l'État d'Israël actuel et qui se battent contre l'occupation, contre cet état d'apartheid et contre également et pour le retour des réfugiés. Donc je ne vais pas en parler davantage, je voudrais juste vous introduire Pierre Istanbul, qui est co-président de l'UJFP, ils sont deux, depuis de longue date, je pense. Oui, la présidente, mais il était avant. Il est l'auteur d'un gros livre que vous avez à l'entrée et il est prêt à dédicacer, qui s'appelle « Du refus d'être complice à l'engagement ». Et c'est un point de vue sur l'apartheid israélien. Pierre, par ailleurs, revient tout juste de Gaza, où il a passé combien de temps? Ceci dit, ça lui a permis de rencontrer quand même pas mal de monde, qui en juge par le contenu qu'il en a fait et qui est visible sur le site de l'UJFP. Vous tapez UJFP sur Google, vous l'avez tout de suite. Et où il y a beaucoup d'autres choses intéressantes à lire. Donc je vous engage vivement à le consulter, il est très bien fait. Je ne vais pas te parler davantage, je vais passer tout de suite la parole à Pierre. Tu veux dire quelque chose? D'accord. D'accord. Et je voudrais préciser que donc le thème de ce soir, c'est 20 ans après Oslo, mais on pourra évoquer dans le débat, on pourra évoquer naturellement la situation de Gaza qui est absolument dramatique et dont plus personne ne parle. Oui, merci. Merci Josiane. Merci à vous, à mon tour, d'être présent. Merci Pierre d'être parmi nous ce soir. Bien sûr, co-président de l'UJFP, Union juive française pour la paix. Juste pour dire que l'IGFP, pour nous, l'Association des travailleurs maghrébins de France, est un partenaire privilégié, important. Avec l'IGFP, nous avons mené des actions aussi bien au niveau national qu'au niveau local, mais rapidement, par exemple, au niveau national. L'IGFP et la TMF ont organisé 2 missions, dont la première, c'est la 9e en février 2002, mission civile pour la protection du peuple palestinien, et la dernière, c'est la 166e. Nous avons également, la 166e, il y a Mohamed, vice-président de la TNF, qui était membre, et la 9e, moi-même, j'ai participé à cette mission, comme j'étais à Genève, avec l'IGFP, avec la FDCR, avec le collectif des musulmans de France, à Durban 2. Au niveau local, bien sûr, plusieurs actions, mais il nous est arrivé de tenir à plusieurs occasions des stands communs, comme lors du sommet de l'OTAN, ou comme la journée, par exemple, organisée par le collectif judéo-arabe et citoyen de la paix. Bien sûr, c'est aussi un partenaire pour nous important. Et aujourd'hui, vous savez que nous sommes le 14 janvier 2013. 2014, pardon. Je suis en retard. Et donc, il faut se rappeler que le 14 janvier 2011, le peuple tunisien a réussi à faire dégager le dictateur Et donc, bien sûr, un mois après, il y a le dictateur Moubarak qui a dégagé. Et bon, je pense que le processus révolutionnaire en Tunisie est en bonne voie et
je pense hier peut-être le démocrate tout à l'heure, il est important d'amplifier la solidarité avec la révolution tunisienne qui représente un grand espoir, comme il est important de soutenir aussi le peuple tunisien compte tenu de la proximité, comme l'a évoqué tout à l'heure, on a évoqué avec Gaza, où Gaza est enfermé aujourd'hui. Donc, juste pour dire qu'en fait, lors des soulèvements des intifadas des peuples arabes, la TMF et l'IGFP ont été à l'initiative de pas moins, plus d'une dizaine de rassemblements pour soutenir les peuples au sud de la Méditerranée pour leur émancipation. Ceci juste pour dire que pour nous, ATMF, et je pense l'IGFP, nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes principes. Et pour nous, le droit international, l'exigence du respect du droit international est un principe intangible. Et partout, nous sommes contre le racisme, bien évidemment. Nous sommes contre l'antisémitisme. Nous sommes contre l'islamophobie. Et nous sommes pour le respect des droits internationaux. Et je pense, je vous appelle... Donc, un petit appel comme ça, je pense que l'IGFP mérite d'être encouragé et voilà, donc vous êtes invités à rejoindre massivement cette organisation sur laquelle nous comptons pour notre avenir commun. Merci. Merci beaucoup et je tiens, avant de commencer un petit peu à intervenir sur la question d'Oslo, à dire que pour nous aussi à l'IGFP, ce partenariat que nous avons avec la TMF, c'est fondamental, que la 166e édition dont tu as parlé et que j'ai vécu, ça a été un grand moment où 10 Français d'origine juive, 20 Français d'origine franco-maghrébine se sont retrouvés ensemble sur les mêmes valeurs, parce que cette guerre n'est une guerre ni communautaire, ni raciale, ni religieuse, qu'elle porte sur des questions fondamentales qui sont le refus du colonialisme et l'égalité des droits, et que justement être ensemble et témoigner et voir les mêmes choses, c'était fondamental. Donc pour nous aussi, vraiment, ce partenariat avec la TMF, on y tient absolument et on présente quelque chose d'important. Je tiens juste à dire que nous, à l'UJFP, nous ne sommes pas courageux des positions que nous défendons contre l'apartheid et contre le sionisme. Nous saurons notre peau aussi, parce que la politique israélienne n'est pas seulement criminelle contre les Palestiniens, elle est d'un point de vue totalement suicidaire pour les Juifs, et nous tenons à le dire, et à le dire notamment à nos interlocuteurs juifs quand nous en avons. Alors je vais parler ce soir des accords d'Oslo, parce que c'était il y a 3 mois, le 20e anniversaire des accords d'Oslo, et tout le monde l'a constaté, non seulement il n'y a pas la paix, non seulement il n'y a pas d'État palestinien, mais on est dans une situation qui ressemble à une nuit sans fin, puisque en Israël, il y a un gouvernement, on pourrait appeler un gouvernement de type OAS, et que la Palestine, plus que jamais, est fragmentée et martyrisée et soumise aujourd'hui à un véritable apartheid. Donc, pour dire un petit peu pourquoi et comment les accords d'Oslo ont été une grande illusion, une grande mystification. Je vais retourner en arrière, je vais faire un peu ce que j'ai essayé de faire dans mon gros bouquin. Je vais repartir un peu de la situation telle qu'elle était à l'époque. Je vais d'abord poser la question, pourquoi les Palestiniens, en tout cas l'OLP, sont allés aux accords d'Oslo et dans quelles conditions? Il faut comprendre que la Palestine, en 1948-49, a été rayée de la carte. Elle a été rayée de la carte non seulement par les Israéliens qui ont fait la Nakba, qui ont expulsé tout un peuple de son propre pays, mais elle a été aussi rayée de la carte par les pays arabes voisins, puisque les 22% de la Palestine qui ont échappé aux sionistes, donc la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, n'ont pas fait d'État palestinien. La Jordanie a annexé purement et simplement la Cisjordanie et Jérusalem-Est, et l'Égypte a annexé Gaza. Et donc, pendant pratiquement une vingtaine d'années, la Palestine est rayée de la carte politique. Les Palestiniens sont devenus un peuple de réfugiés. Elle recommence à exister en 1964 quand se crée l'OLP, mais c'est surtout à partir de la guerre des 6 jours que la Palestine va réexister, puisque les Israéliens, maintenant on le sait, la guerre des 6 jours en 67,
il n'était pas du tout menacé, c'était une guerre qui était préméditée de longue date. La colonisation était préméditée de longue date, et donc après la première Nakba de 1948, il y en a une deuxième, qui est la conquête de l'entièreté de la Palestine historique, plus le Sinaï, plus le Golan, par les troupes israéliennes, et à nouveau une nouvelle expulsion d'environ 250 000 Palestiniens qui redeviennent réfugiés. Mais en même temps, cette fois-ci, il y a l'OLP, et cette fois-ci, il y a une lutte armée qui va être déclenchée contre l'État d'Israël, pratiquement à un niveau mondial. Et ce qu'il faut comprendre, parce que c'est ça qui explique Oslo, c'est qu'en quelques années, la Palestine va subir des défaites extrêmement graves, et malheureusement des défaites qui viennent des pays arabes, puisque Septembre Noir 1970, c'est une trentaine de milliers de Palestiniens qui sont massacrés par les troupes du roi Hussein, avec une aide militaire très importante venue d'Israël, et qu'en 1975, quand éclate la guerre civile du Liban, l'OLP, qui a été chassé de Jordanie, s'est réfugié au Liban, fait alliance avec la gauche libanaise, est sur le point de gagner la guerre civile, et à ce moment-là, les troupes syriennes du père Hafez al-Assad interviennent contre l'OLP, se retournent contre l'OLP, et ça va être à nouveau des très graves défaites que va subir le peuple palestinien dans la guerre civile du Liban. Il y a deux massacres emblématiques qui disent bien quelle était la situation. Sabra et Shatila, ce sont les phalangistes avec toute l'infrastructure, l'aide israélienne, et on le sait maintenant, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Tel al-Zatar, toujours les phalangistes, mais cette fois-ci avec l'aide syrienne. Et pour bien comprendre ce qui va influencer le point de vue palestinien sur la question des négociations, en 1983, il y a un acte symbolique qui est l'encerclement d'Arafat dans le nord du Liban, à Tripoli, par les troupes syriennes d'un côté, les vedettes israéliennes de l'autre côté, et la Palestine subit une défaite majeure, puisque l'OLP est obligé de partir à Tunis, et donc de quitter le Proche-Orient. Donc il y a cette situation de très grave défaite pour les Palestiniens, puisque leur expression politique n'est plus au Proche-Orient. Et à ce moment-là, c'est le peuple palestinien des territoires occupés qui va prendre le relais, puisqu'en 1987 éclate l'intifada. Pour ceux qui ont la mémoire courte, l'intifada sera réprimée avec une sauvagerie énorme par l'occupant israélien, et notamment par celui qui dirige à l'époque la répression, un certain Yitzhak Rabin, qui aura même des paroles extrêmement dures, brisaient leurs légendes. Mais cette intifada, qui n'avait pas les moyens, évidemment, une simple révolte des pierres, de l'emporter militairement, va quand même remporter une victoire politique importante. Elle va remettre la question palestinienne sur le devant de la scène. Elle va forcer la Jordanie et l'Égypte à abandonner leur prétention d'un retour sur la Cisjordanie ou sur Gaza. Donc, dorénavant, ces territoires-là sont occupés, ne sont plus des territoires jordaniens ou des territoires égyptiens. Et il y a donc bien une idée qui va germer. Et si on faisait de ces territoires-là un futur État palestinien. En fait, les choses se jouent à la conférence de l'OLP à Alger en 1988. Arafat est minoritaire, il va énormément insister pour imposer finalement le point de vue de reconnaître l'État d'Israël dans ses frontières de 1949 et donc de revendiquer la création d'un État palestinien uniquement sur les 22% des territoires qui ont été conquis en 1967. Il a du mal à imposer cette idée. Il y aura d'entrée une opposition palestinienne très importante. Il y a des partis politiques comme le FPLP ou le FPDLP qui refusent cette initiative. Il y a des personnalités, la plus importante étant Edouard Saïd, qui avait d'ailleurs parfaitement vu ce qui allait se passer après, qui voyait bien que derrière cette idée de reconnaissance d'Israël, il y avait la liquidation d'un certain nombre de revendications fondamentales des Palestiniens, en particulier concernant Jérusalem-Est et concernant les réfugiés. Mais il y aura aussi un certain nombre de dissidents palestiniens qui vont se mettre au service des dictateurs arabes, de Kadhafi, de Saddam Hussein, de Hafez al-Assad, pour perpétrer à cette époque un certain nombre d'attentats meurtriers contre des dirigeants palestiniens. Donc on voit un petit peu le retournement palestinien qui va mener à Oslo. C'est la conférence d'Alger, c'est 88. Et côté israélien, il faut comprendre qu'il y a un tournant dans l'histoire d'Israël qui est évidemment la conquête de 67. Une conquête qui était parfaitement préméditée, je l'ai dit. Il y a même des textes de Ben Gurion qui datent de 1949 où il explique en gros à demi-mot on n'a pas pu tout conquérir, mais ne vous en faites pas, on reviendra et on pourra tout conquérir.
Il ne fait pas de doute que non seulement en 67 la guerre était préméditée côté israélien, mais la colonisation l'était. Il y avait un plan qui s'appelait le plan Yigal Allon, du nom d'un des ministres israéliens, qui était un plan de colonisation et notamment d'annexion de la vallée du Jourdain. Quand on voit que la Knesset est sur le point d'annexer formellement la vallée du Jourdain, on comprend que ces idées sont extrêmement anciennes. Et en tout cas, il était totalement clair dès 1967 que les Israéliens n'avaient aucune envie, aucune intention de rendre les territoires, puisqu'ils vont annexer formellement par un vote de la Knesset Jérusalem-Est dès 1967, et un tout petit peu après, ils vont annexer également par un vote de la Knesset le Golan. Pendant toute la période qui suit la guerre de 67, tous les premiers ministres israéliens, sans exception, vont consacrer une partie très importante de leur énergie à la colonisation. Et en même temps, il y a de la part des dirigeants israéliens, j'emploie volontairement ce mot puisque d'un point de vue juif, il est très choquant, un négationnisme complet vis-à-vis des droits, de la dignité des Palestiniens. Il y a certainement dans l'opinion publique israélienne à l'époque, et en tout cas chez les dirigeants sionistes, l'espoir, l'idée qu'ils vont pouvoir marginaliser les Palestiniens et en faire un petit peu les Amérindiens du Proche-Orient, vivant dans leurs réserves et incapables de réclamer leurs droits. En tout cas, le projet historique des Israéliens, des dirigeants sionistes, a toujours été quelque part un État juif ethniquement pur. Il faut quand même constater ce paradoxe. L'État juif ethniquement pur a existé pratiquement entre 1949 et 1967. Il n'y avait que 20% de Palestiniens. Mais dès le moment, après le tournant de 1967, où il y a eu la conquête des territoires occupés, il n'y a plus d'État juif ethniquement pur. Et même maintenant, on en est quasiment à 50%, 50%. En gros, sur les 12 millions d'habitants qui vivent entre Méditerranée et Jourdain, 50% sont des Palestiniens. Malgré tout, en Israël, il va y avoir des choses qui vont faire évoluer. Il y a un événement intérieur qui, en 1977, la perte du pouvoir des travaillistes qui allaient fonder l'État d'Israël, qui étaient les fondateurs aussi du sionisme, en tout cas en majorité, et qui perdent les élections de 1977. Ce n'est pas un accident, donc Menachem Begin arrive au pouvoir, c'est que sociologiquement, les juifs du monde arabe qui sont devenus extrêmement importants au niveau numérique et le courant religieux ont fait alliance avec l'extrême droite de Menachem Begin et ça représente une majorité électorale et pratiquement ce courant est au pouvoir de façon presque continue maintenant depuis 35 ans avec quelques rares exceptions dont celle qui va présider aux accords d'Oslo. Il faut savoir aussi que Ariel Sharon qui vient de mourir s'illustre à cette époque-là en 1982 avec Menachem Begin dans un véritable crime de guerre qui est l'invasion du Sud-Liban, où il y aura en dehors de Sabra et Shatila de nombreux massacres, mais que ça provoque des fractures en Israël. Pour la première et dernière fois, on voit des centaines de milliers d'Israéliens descendre dans la rue avec l'idée en gros que fondamentalement l'État israélien est sain, mais que la guerre du Liban salit l'image de l'État. Et donc, ils sont pour un arrêt de cette guerre. Il y aura quand même la création du mouvement La Paix Maintenant, qui est un appendice du Parti travailliste, et des manifestations quand même très importantes qui vont peser dans le climat. Et puis, en 1987, l'intifada va énormément affaiblir économiquement l'État d'Israël, parce qu'il y a 400 000 travailleurs palestiniens qui font vivre l'économie israélienne, qui vont être d'un coup licenciés, et ça provoque cette fois-ci une baisse du PIB assez importante en Israël, donc une crise économique, ce qu'on ne verra plus par la suite, qui fait que les élites en Israël se posent la question de négocier. Et puis en même temps, dans cette période-là, on est au moment de l'éclatement de l'URSS et environ 1,5 million de juifs soviétiques venant de Russie et surtout d'Ukraine, de Biélorussie et tout, veulent émigrer en Israël. Et évidemment, pour ça, il faut le fric. Et l'État israélien va engager des prix absolument énormes pour l'immigration des juifs soviétiques. Et de façon concomitante à l'écroulement de l'URSS, le président Bush, donc le père du deuxième Bush, le premier George Bush, il a un projet de remodeler le Proche-Orient. Donc il voudrait qu'il y ait des négociations. Et celui qui est au pouvoir à l'époque en Israël, c'est Yitzhak Shamir, qui autrefois a été un terroriste, assassin de King Bernadotte, de Moïne, assassin de nombreux Palestiniens, a été un collabo aussi, puisque pendant la guerre de 39-45, le groupe qui dirigeait, le groupe Stern, a assassiné des soldats britanniques en pleine guerre, jusqu'en 1944.
Donc ce Yitzhak Shamir qui est au pouvoir ne veut pas négocier à l'époque. Et George Bush va le faire tomber. Il va refuser de cautionner le prêt israélien pour l'immigration des Juifs soviétiques et il va faire tomber le gouvernement Shamir. Et c'est comme ça un petit peu que Yitzhak Rabin arrive au pouvoir. Donc on voit un petit peu le double mouvement qui s'est passé en Palestine et en Israël et qui va amener aux accords d'Oslo. Alors sur les accords d'Oslo, j'ai un petit peu eu la chance de rencontrer des Palestiniens qui ont participé aux discussions, pas forcément à celle d'Oslo, mais à celle qui avait précédé au moment de la conférence de Madrid. Il faut comprendre que ces négociations ne se sont jamais faites sur le droit international ou sur la question de l'égalité des droits ou de l'égale dignité. Elles ne se sont jamais faites non plus sur la question de la création d'un État palestinien. En fait, il y avait déjà un malentendu sur la façon de discuter. Un négociateur palestinien me disait, nous, quand on discute comme des orientaux, on essaie d'établir un climat de confiance, une fois qu'il y a le climat de confiance, là on signe. Avec les Israéliens, on n'y arrivait pas. Parce que, évidemment, signer, ça voulait dire pour eux accepter la création d'un État palestinien, et ça, ils ne voulaient pas. Donc en fait, quand on regarde les premières négociations, on arrive à des signatures communes sur l'ordre d'ouverture du checkpoint ou des choses comme ça, sur des détails, mais absolument jamais sur l'essentiel. Il y avait aussi du côté des Israéliens, ceux qui négociaient, c'est ceux qui vont après faire, entre guillemets, gauche, tant qu'il y en a une, du Parti travailliste, donc le Meretz, et ce sont souvent la bourgeoisie ashkénaze, donc les Juifs d'Europe centrale, et en gros leur discours c'était nous avons des droits indiscutables sur cette terre, mais nous voyons bien que vous les Palestiniens vous avez des problèmes, on va voir si on peut faire quelque chose pour vous. Donc ça n'a jamais été une négociation sur l'égalité ou sur l'égalité tout court. Et puis Arafat avait dans l'idée, et il a souvent répété, de signer la paix des braves et la paix contre les territoires. Alors que chez les Israéliens, c'était une obsession que les Palestiniens assurent notre sécurité. Donc en fait, quand on regarde ce qui va être signé au niveau de la création de l'autorité palestinienne et des accords d'Oslo, ce sont essentiellement des textes sur la sécurité de l'occupant, et absolument pas sur la sécurité ou sur les droits de l'occupé. Il y a encore une autre chose, c'est que déjà à l'époque, il y a 200 000 Israéliens qui vivent au-delà de la ligne verte, la frontière internationalement reconnue. Aujourd'hui, il y en a plus de 600 000. Mais donc, évidemment, créer un État palestinien sur la base des frontières de 67, ça voulait dire quelque part ou que ces Israéliens acceptaient de devenir citoyens palestiniens, ou qu'ils s'en iraient. De ça, il n'en a été absolument jamais question, à aucun moment des négociations. Et donc, en fait, ce qui vraiment est signé, et c'est à double tranchant, c'est la création de l'autorité palestinienne. Parce que cette autorité palestinienne, la première conséquence qu'elle a, c'est qu'elle fait disparaître l'OLP. En tout cas, elle la met au sommeil. L'OLP avait une légitimité qui était qu'elle représentait l'entièreté de la Palestine fragmentée. Elle représentait aussi bien les Palestiniens de Jérusalem-Est, les Palestiniens des territoires occupés, même un petit peu, parce qu'il y en a qui venaient des Palestiniens d'Israël, elle représentait l'ensemble des Palestiniens des camps de réfugiés de Jordanie, du Liban ou de Syrie, et même la diaspora palestinienne jusqu'en Amérique latine et tout. Donc cette OLP, elle est complètement en sommeil, elle est remplacée par une autorité palestinienne qui, au mieux, représente la Cisjordanie et Gaza, puisque d'entrée, les Israéliens ont dit que Jérusalem, il était hors de question d'y toucher, qu'à la limite, quelques quartiers du Grand Jérusalem, comme Abu Dis et tout, on les donnerait, mais que le reste resterait israélien. Et en même temps, on a créé avec l'autorité quelque chose de très pernicieux, parce que l'économie palestinienne avait été détruite après la première intifada par le licenciement des travailleurs palestiniens. Ces travailleurs restent la plupart du temps dans l'impossibilité de travailler. Par contre, l'autorité va recevoir de l'argent de l'étranger dans un pays où il n'y a pas d'économie et va être chargée de le redistribuer. Autrement dit, le clanisme et la corruption dont seront accusés plus tard les dirigeants de l'autorité palestinienne, ça faisait partie intrinsèquement des accords d'Oslo. Je signale, puisque je rentre de Gaza, que le Hamas, dont le pouvoir quelque part à Gaza est aussi malgré lui issu des accords d'Oslo, se trouve dans ce même genre de contradiction. C'est-à-dire qu'il reçoit de l'argent de l'étranger, et donc évidemment, la redistribution est forcément corrompue et forcément clanique. En même temps, dans le malentendu d'Oslo, quand on regarde la poignée de main qu'il y a, l'OLP reconnaît l'État d'Israël dans ses frontières
de 1949, mais Israël ne reconnaît pas l'État palestinien. Israël reconnaît l'OLP comme représentant du peuple palestinien, ce qui n'est pas du tout la même chose, et il n'y a strictement aucune mention dans les accords d'Oslo de la ligne verte, qui était la frontière internationalement reconnue. Pour toutes celles ou ceux qui ont voyagé là-bas, la première question que vous avez quand vous arrivez sur place, c'est où est la frontière? Parce que s'il y a bien quelque chose qui a totalement disparu, c'est cette frontière. Moi, j'ai fait un voyage touristique, même familial un petit peu, et en Israël et en Palestine, 6 mois après les accords d'Oslo. Vous pouvez s'y déplacer librement. C'est vrai qu'il y avait à l'époque un petit espoir, une petite euphorie. Vous voyez, on rentrait dans Jéricho, on voyait des drapeaux palestiniens, des effigies, des porte-clés, tout ce qu'on veut. Mais enfin, franchement, cette petite enclave de Gaza et cette petite enclave de Jéricho, il fallait avoir un optimisme sacrément chevillé pour penser que ça allait être l'embryon d'un futur État palestinien, et il est clair que ça n'a pas été. Alors ça n'a pas été, il y a déjà tout de suite, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, une forte opposition aux accords des deux côtés, mais qui n'est pas de même nature. L'opposition en Palestine est une opposition politique, mais non violente. C'est l'opposition du FPLP qui n'a pas changé d'avis. Le FPLP a gardé donc le Front populaire de libération de la Palestine, qui est le troisième parti palestinien. Il a gardé la position historique de l'OLP, qui est un seul État laïque et démocratique en Palestine. Il y a une opposition, donc je l'ai dit, d'intellectuels comme Edouard Saïd. Il y a une protestation très importante qui va venir des camps de réfugiés. Parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, si je prends les statistiques actuelles, 4,5 millions de Palestiniens ont la carte de réfugié du DRA. Une petite moitié habite en Palestine, Cisjordanie ou Gaza, donc elle était concernée par la question de la création d'un État palestinien. Mais il y a 59 camps en tout, la moitié des camps sont en Jordanie, en Syrie ou au Liban. Ceux-là, là, il y aura des protestations très, très importantes qui vont venir des camps de réfugiés, parce que ceux-là, évidemment, sont exclus des accords. La population de Jérusalem voit très vite qu'elle est également exclue des accords, parce que même la Maison d'Orient, qui était symboliquement le lieu qui représentait les Palestiniens de Jérusalem-Est, avait été fermée quelques années avant les accords d'Oslo, elle ne va pas être réouverte. Et puis, il y a une autre opposition qui naît, qui est celle du Hamas. Alors, souvent on dit cette guerre est une guerre religieuse. Non. Bien comprendre que l'irruption de la religion dans le conflit israélo-palestinien est très récente. Le conflit israélo-palestinien remonte à 1900 avec l'arrivée des premiers colons sionistes, et l'irruption du courant national religieux israélien, c'est 1967. Le Hamas et le Hezbollah, c'est la fin des années 70, début des années 80. Mais le Hamas, dont la montée avait été vue avec sympathie au début par Israël comme contrepoids à l'OLP, très rapidement va signifier son opposition aux accords et va commencer un certain nombre d'attentats. En Israël, il y a une opposition très très forte qui vient évidemment des colons, mais les colons ne sont pas très populaires à l'époque, mais il y a toute la coalition qui a été faite autour du Likoud, du parti de Begin puis de Shamir, donc qui regroupe toute la droite israélienne, les colons et le courant national religieux, et eux, ils sont décidés, coûte que coûte, à faire capoter le processus, et ils représentent en gros la moitié de l'opinion publique israélienne dès cette époque. Alors, comment les choses vont très très rapidement être détruites? Le 25 février 1994, donc on est 3-4 mois après les accords d'Oslo, un colon juif américain du parti fasciste CAR, donc qui s'appelait Baruch Goldstein, massacre 29 Palestiniens dans le caveau des patriarches à Hébron. Il en blesse plus d'une centaine. La réaction de Rabin aurait dû être d'en profiter pour virer cet homme fou furieux d'intégriste qui était dans le centre d'Hébron, et la décision qu'il prend est exactement le contraire. Il envoie 2000 soldats pour protéger les colons. Et pour celles et ceux qui ont été à Hébron, c'est le scandale absolu quand on va là-bas. 20 ans après, il y a toujours les 2000 soldats qui protègent quelques centaines de fous furieux fascistes. Ces fous furieux qui déversent leurs ordures tous les jours sur le souk palestinien, qui l'ont complètement ruiné, qui caillassent les enfants palestiniens qui vont à l'école, et donc qui sont protégés depuis plus de 20 ans par une armée que Rabin avait envoyée. Il faut savoir que entre les accords d'Oslo et l'assassinat de Rabin, il s'écoule un petit peu plus de 2 ans. Yitzhak Rabin va installer plus de 60 000 colons
c'est-à-dire que lui aussi a très largement participé à la colonisation. Il devait y avoir dans les accords d'Oslo des libérations en masse. Or, ces libérations vont avoir lieu absolument au compte-gouttes et elles ne vont pas concerner les principaux prisonniers politiques qu'il y a à l'époque. La question des prisons est centrale en Palestine. À l'heure d'aujourd'hui, depuis 1967, plus de 700 000 Palestiniens ont connu un jour la prison. Donc c'est une question absolument centrale qui touche toutes les familles. Et là encore, les accords d'Oslo qui auraient dû aboutir à une libération rapide des prisonniers politiques, ça ne se fait pas. Alors on peut se poser la question, pourquoi Rabin a pris toutes ces décisions? Parce qu'à l'évidence, il voulait concéder le minimum aussi, parce qu'à l'évidence pour lui, l'État palestinien qu'il imaginait, c'était quelques Bantoustans isolés, mais c'était certainement pas un État palestinien sur les 22% de la Palestine historique, parce qu'à l'évidence, jouer la concurrence du Hamas contre le Fatah, il était prêt à faire ça parce que ça affaiblissait la Palestine et parce que ça pouvait faire qu'il demanderait mieux. Donc toutes ces choses-là étaient dans l'air du temps. Et l'échec définitif du processus d'Oslo, il est signé du vivant de Rabin, puisque 2 mois avant sa mort, Rabin signe avec Arafat les accords de Taba, qui divisent la Palestine en 3 zones, zone A, zone B, zone C, c'est toujours à l'œuvre ça. La zone C qui couvre la majeure partie du territoire de la Cisjordanie, mais des territoires souvent désertiques, mais en tout cas la vallée du Jourdain et tous les blocs de colonies, est virtuellement annexée, puisque dans les accords signés à cette époque-là, donc on est en 1995, c'est l'État d'Israël qui assure la totalité du gouvernement et de la sécurité dans la zone C. Donc de fait, dès 1995, cette zone-là est annexée. La zone A, c'est l'endroit où, selon ce que dira après Ariel Sharon, on ne peut pas aller parce qu'il y a trop d'Arabes. Donc c'est là où il y a toutes les concentrations urbaines des grandes villes palestiniennes. Là, on le laisse à l'autorité palestinienne. Mais dès cette époque-là, l'encerclement des villes palestiniennes par les colonies est en voie. Et aujourd'hui, si vous y allez, toutes les grandes villes palestiniennes sont encerclées par les colonies. Et la zone B, c'est théoriquement une autorité mixte, mais comme en fait, on le verra par la suite, les troupes israéliennes interviennent où elles veulent et quand elles veulent, on peut dire que l'idée d'un État palestinien était totalement morte à Taba. Alors il y aurait pu y avoir, avec l'assassinat de Rabin, une émotion qui aurait pu changer le cours des choses. Pas du tout. Alors il faut là-dessus parler d'un personnage sinistre qui s'appelle Shimon Peres. En Israël, il y a quelques blagues sur lui qu'il aurait déjà triché pour se faire élire délégué de classe quand il avait 12 ans, mais c'est un personnage absolument pitoyable. Et alors qu'il y a une trêve, le Hamas a déclaré la trêve, Peres va demander au Shin Bet d'aller assassiner Yahya Ayash, qu'on appelle l'artificier du Hamas. Donc immédiatement après cet assassinat, il y aura d'ailleurs des dommages collatéraux, il y aura qu'un mort autour de Yahya Ayash, une manifestation de 100 000 personnes à Gaza et les attentats qui reprennent. Et vis-à-vis du Liban aussi, où il y avait à peu près le calme et tout, Shimon Peres envoie son aviation sur les villages de Cana. Il y a 106 morts, y compris des gens qui s'étaient réfugiés dans les locaux de l'ONU, ce serait un autre débat sur l'ONU, et évidemment, immédiatement, la tension reprend au Liban. Donc on peut dire que Shimon Peres a mis à peu près tout ce qu'il fallait pour que le conflit reprenne, et y compris quand il convoque des élections début 1996, il dit qu'il ne signera aucun accord sans un large assentiment par référendum. Donc il perd évidemment définitivement tout soutien de la part des Palestiniens d'Israël, qui pouvaient encore faire pencher la majorité de son côté, et il est battu aux élections. On va dire qu'en Israël comme en France, les électeurs ont préféré l'original à la copie, et en juin 1996, c'est Netanyahou qui est élu contre Shimon Peres. Donc là, on a vraiment la droite OAS qui arrive au pouvoir en Israël, et donc on peut dire que le processus est mort. Le processus est mort, mais là, la communauté internationale porte une très large responsabilité, c'est-à-dire qu'elle va faire semblant, et elle fait semblant donc depuis 20 ans, de dire qu'il y a toujours un processus de paix, alors que toutes les négociations que les États-Unis notamment, mais l'Occident, l'ONU, le Quartet, la feuille de route, Annapolis, et tous ces trucs-là, ça va être à chaque fois des exigences que les Palestiniens capitulent sur leurs revendications essentielles. En gros, le message, c'est si vous abandonnez, si vous laissez les blocs de colonies israéliens, si vous abandonnez vos revendications sur Jérusalem, si vous abandonnez le droit au retour des réfugiés, on peut signer. Donc soyez sérieux. Et il y aura donc une exigence de capitulation qui continue. Si vous écoutez
le discours honteux que Hollande a fait dans son dernier voyage en Israël, c'est toujours la même chose, quoi. Si vous abandonnez le droit au retour des réfugiés, Jérusalem, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'État palestinien, on peut tout faire. Il y aura un court entracte dans cette destruction de toute idée de processus de paix, avec un court retour des travaillistes au pouvoir, et c'est encore avec quelqu'un d'encore pire que Shimon Peres, c'est avec Ehud Barak. Et là, il faut lire carrément dans le texte Charles Anderlin dans Le Rêve brisé, qui raconte presque jour par jour les négociations de tabac et Camp David, et donc où on voit bien que ce qui a été demandé à Arafat, c'est de capituler, et où, quand in fine Arafat dit qu'il ne va pas signer, il est quasiment pris au collet par Bill Clinton, qui lui dit « tu signes, sinon tu es un homme mort, et nous te ferons porter la responsabilité d'échec ». Les deux se sont passés, il a été un homme mort, et on lui a fait subir la responsabilité d'échec. Et Barak aura cette phrase qui a fait mouche dans l'opinion publique israélienne, « Nous n'avons pas de partenaire pour la paix ». Et donc toute l'opinion israélienne, on est évidemment aujourd'hui convaincu. La phrase exacte, c'est que si jamais nous avons un partenaire pour la paix, nous le tuerons pour ne pas en avoir. Ce serait plutôt ça qu'il faudrait dire. En tout cas, donc, on peut dire qu'après après l'échec de 2002, de 2001, il y a eu la provocation sur l'esplanade des mosquées d'Ariel Sharon, provocation très calculée, provocation qui était véritablement un outil pour venir au pouvoir, que Ariel Sharon, dans la campagne électorale qui va l'amener au gouvernement, il a comme mot d'ordre « Nous allons terminer la guerre de 48 ». Il explique bien que les tanks israéliens et la dernière charrue israélienne iront jusqu'au dernier endroit où il y a trop d'Arabes, où on ne peut plus y aller. Donc la situation actuelle de bantoustamisation de la Palestine, elle est totalement préméditée et exécutée par Ariel Sharon dès son arrivée au pouvoir. Il y a des choses totalement honteuses dans la presse aujourd'hui de qualifier cet homme qui est un grand criminel de guerre, d'homme de paix, sur son retrait de Gaza. Là, je vais reprendre un peu les paroles de Michel Warshawski, que vous connaissez bien à Strasbourg, et qui a préfacé mon livre. Michel disait que c'était quand même un type génial, Sharon, que c'est à la différence d'autres qui étaient des soudards, lui c'était un soudard, mais c'était aussi quelqu'un qui a pensé, et il a véritablement pensé, réalisé et exécuté la destruction de la Palestine, le trait de génie étant l'évacuation de Gaza. C'est-à-dire que Sharon avait à l'époque comme idée que si on maintient Gaza, dans quelques mois, les Palestiniens allaient être majoritaires entre Méditerranée et Jourdain. Si on sortait Gaza de la Palestine, alors les Juifs israéliens seront majoritaires pour encore assez longtemps. Et donc ce retrait de Gaza, d'abord il a provoqué, il est directement responsable de la désunion palestinienne et finalement du fait que cette Palestine n'a pas d'État mais a deux gouvernements rivaux. Mais en même temps, c'était bien dans l'idée que démographiquement, on isolait les parties les unes des autres, on fragmentait la Palestine au maximum, Gaza étant un élément fondamental de cette fragmentation, et ça a évité aux Israéliens de se retrouver minoritaires. Alors, où on en est aujourd'hui, il y a d'ailleurs qu'à Gaza, la situation mauvaise du Hamas, j'étais à Gaza, il y a une très très grande impopularité des deux gouvernements. La population de Gaza dit c'est une honte, ils pensent à leurs propres intérêts, cette désunion est une victoire de l'occupant et elle est insupportable. Et la désunion et le fait que le Hamas soit confronté à Gaza aux mêmes contradictions que l'autorité palestinienne à Ramallah, c'est-à-dire finalement d'assumer une situation qui est inassumable, qui est une situation de société détruite, c'est une conséquence aussi directe des accords d'Oslo. Alors pour conclure, j'ai volontairement pris l'aspect historique. Je ne peux pas prévoir l'avenir, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est de toute façon rentré dans une période qui n'a plus rien à voir avec le compromis qui avait été imaginé dans Oslo. C'est-à-dire l'idée d'un État palestinien sur 22% de la Palestine historique, elle a été détruite, et elle a été détruite par les dirigeants sionistes, volontairement. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se sont mis dans une situation de détruire leur projet historique, qui était un État juif ethniquement pur. Et je reprendrai les paroles d'un anticolonialiste israélien que vous devez bien connaître, qui est Eyal Sivan, le cinéaste, et qui disait « On est entré de fait dans une lutte pour l'égalité des droits et contre l'apartheid sur un territoire unique qui va de la Méditerranée au Jourdain. » Le projet historique du sionisme, qui est le transfert, je ne le crois plus possible, parce que expulser 6 millions de personnes, je ne le vois pas. Les Palestiniens ne partiront pas, ils
partiront en tout petit nombre, mais ils ont appris de ce qui est arrivé à leurs parents, leurs grands-parents, à ne pas partir même sous les gravats. À Gaza, ils ont reconstruit sur les gravats, mais très peu sont partis. Donc on se trouve dans une situation d'impasse, c'est l'impasse complète pour les Palestiniens. Il n'y a aucun projet politique, ni celui du Fatah, ni celui du Hamas, qui sont réalistes. Bon, celui d'un État unique, on pourrait peut-être le souhaiter, mais on voit bien qu'actuellement, dans l'état de la société israélienne, c'est l'utopie, mais en même temps, le projet sioniste est devenu totalement utopique. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas réaliser l'État juif ethniquement pur. Ils sont rentrés à l'insu de leur plein gré dans une logique d'apartheid. Alors, dans quelle situation on est? Il y a eu en 2005 l'appel de 172 associations de la société civile palestinienne. Donc cet appel, il est sur 3 revendications qui sont l'égalité des droits pour les Palestiniens en Israël, le refus de l'occupation, de la colonisation, la libération des prisonniers et le démantèlement des murs, et le 3e point, c'est le droit au retour des réfugiés. C'est sur cette base-là qu'a été lancé l'appel international au boycott des investissements sanctions. Il y a eu en novembre 2011 un acte symbolique très important, c'est que le tribunal Russell pour la Palestine, fondé en partie à l'initiative de Stéphane Hessel, mais pas que lui, a estimé a jugé donc avec très longue délibération et de très nombreux arguments que l'État d'Israël était coupable du crime d'apartheid. Donc voilà, je dirais, on n'est plus du tout dans la période d'Oslo, faites totalement une croix sur l'idée que ce compromis à l'époque pouvait avoir un sens. On est rentré dans autre chose, une lutte anti-apartheid sur un espace unique. Juste avant d'ouvrir le débat, je vous dis 2 petites choses sur mon livre. Donc je vous ai dit, c'est pour caler vos étagères. 1 kilo et 600 pages. Je l'ai écrit en tant que juif. J'ai même commencé par raconter d'où je viens, puisque je suis originaire, enfin mes parents, d'un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Bessarabie, qui est partagé aujourd'hui entre Ukraine et Moldavie. J'ai eu des parents juifs communistes, arrivés en France en 1938, membres de la MOI, donc la résistance juive au nazisme. Mon père était dans le groupe Manoukian, il a été un des très rares survivants. Si vous connaissez un petit peu l'organigramme du groupe, il y avait des triangles, il y a un triangle, Boxer, Glace, Stamboul. Boxer et Glace sont 2 des morts des fusillés du Mont Valérien. Et puis, mes parents ont rompu avec le communisme assez tôt, donc je suis devenu comme sioniste. Donc, je commence un peu mon livre par raconter mon enfance sioniste et ma rupture, comment elle s'est faite. Donc, ça a l'avantage que je connais tous les mensonges fondateurs. Du désert, nous avons fait un jardin, le peuple sans terre, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, les Arabes sont partis d'eux-mêmes. J'ai grandi là-dedans, je connais bien. Dans ce livre, il se trouve que, étant militant syndical, j'écris depuis 25 ans les brèves internationales, d'abord dans l'école émancipée, puis dans l'émancipation. Et donc j'ai retrouvé plus de 25 ans de textes qui parlent de la Palestine, de l'antisémitisme, de ce conflit. Et donc il y a l'histoire mois par mois et des textes d'époque de cette guerre-là. Par exemple, il y a des textes de 93-94 sur les accords d'Oslo, et en même temps on voit un peu l'évolution de mes idées là-dessus. Il y a beaucoup de textes théoriques sur le sionisme. Je suis violemment et profondément anti-sioniste. Pour moi, de la même façon qu'il ne pouvait pas y avoir une paix en Afrique du Sud avec l'apartheid, il ne pourra pas y avoir une paix au Proche-Orient avec le sionisme. Il faudra qu'il y ait une rupture avec le sionisme, un post-sionisme, un dépassement du sionisme. Et le sionisme, je le décris dans plusieurs chapitres, c'est une instrumentalisation de la mémoire, de l'histoire et des identités juives. Ils ont raconté une histoire fantasmatique aux Juifs, mais qui est toute fausse. Il n'y a eu ni exil des Juifs, ni retour. Ils ont fondé un État totalement artificiel. C'est un projet qui est à la fois un nationalisme perverti, un colonialisme qui ne veut pas asservir le peuple colonisé, mais qui veut chasser. Les sionistes instrumentalisent l'antisémitisme d'une façon qui fait très mal à l'histoire personnelle, à l'UJFP. Ils ont transformé le juif paria de l'Europe, jugé asiatique, inassimilable, en colon européen, chassant les Palestiniens en Asie. Donc ça, c'est un aspect qui est pas mal évoqué dans le livre. Il y a les voyages, notamment l'émission avec la TNF, qui sont décrits, il y a des interviews dans les médias, il y a des questions théoriques, un état, 2 États, la question religieuse et tout. Enfin, voilà, si vous voulez, à peu près, il y a tout ce qu'on peut dire sur ce conflit-là qui est traité.
Bon, peut-être dans le débat, je parlerai de mon voyage à Gaza. J'arrête là. Merci beaucoup, Pierre, c'était passionnant. Parce que la salle partage mon sentiment. La parole est à la salle. Qui souhaite intervenir? Vas-y, Corinne. Alors moi j'ai un constat à partir de mon expérience professionnelle actuelle et une question. Le constat, je travaille pour une fondation Euromed en Égypte qui travaille sur 42 pays pour le dialogue des cultures. Donc bien sûr, Israël-Palestine c'est une grosse question. Et notre problème actuel, c'est que aucun État arabe ne tolère la participation de participants qui ont un passeport israélien. Donc même les Palestiniens d'Israël sont rejetés de toutes ces activités de dialogue qu'on organise. Et d'un autre côté, Israël se retrouve constamment isolé et constamment du côté européen, mais pas du côté arabe, parce qu'il y a un blocage total. La question, c'est complètement différent. Je me rappelle pendant le premier festival de films d'Israël à Strasbourg, on avait vu pas mal de films sur la question des migrants clandestins, sur la question des non-pensions.